Si vous aimez les romans qui font sortir du droit chemin et abordent la toxicomanie, l'alcoolisme ou la violence, alors Russell Banks est probablement un écrivain pour vous. Célèbre dans le monde entier, l'auteur américain plusieurs fois récompensé est aussi un militant de gauche et un observateur critique de ce qui se passe de part et d'autre de l'Atlantique. Et c'est avec plaisir que nous le recevons. Russell Banks, bienvenue dans The Global Conversation. Pourquoi, d'après vous, êtes-vous attiré par la part sombre de l'humanité et par des personnages en marge de la société? Qu'est-ce que ça nous dit sur vous? Eh bien, tout d'abord, je crois que je n'écris pas vraiment sur une minorité ou une frange obscure de la société en général, mais plutôt sur la majorité. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie de la plupart des gens, il y a un côté sombre, et c'est ce côté sombre qui contrôle leur vie dans des proportions extraordinaires. Je l'avoue, je sais que je vois plutôt le monde en noir. Je dis souvent que, de mon point de vue, le chien méchant, c'est toujours celui qui mord et qui gagne. Et donc je crois qu'on ne peut pas échapper à ça dans nos vies. Est-ce lié à votre propre enfance troublée? J'ai trouvé quelques éléments sur vos origines familiales. Vous avez traversé des moments très difficiles quand vous étiez enfant. Oui, effectivement, c'était dans les années 40 et 50. Ma vie au sein de ma famille a été entachée et caractérisée par l'alcoolisme et l'abandon. Mon père nous a abandonnés quand j'avais 12 ans. J'étais l'aîné de 4 enfants. On a été élevé dans la pauvreté à ce moment-là, par une mère seule. Dès le plus jeune âge, je me suis senti marginalisé, regardé et identifié comme tel, avec d'autres qui se sentaient marginalisés eux aussi, en raison de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur relation à la société en général. Donc je n'ai pas dû faire beaucoup d'efforts pour m'identifier à eux avec compassion. L'écriture représente-t-elle dans ce cas une forme de thérapie pour vous ou est-ce que c'est trop simpliste? Oui, c'est ça, en un sens, parce que si c'est une forme de thérapie, elle n'a pas fonctionné. Même pas un petit peu? Même pas un petit peu. Non, mais vous savez, l'écriture, c'est plutôt une manière rigoureuse de discipliner mon attention et ma vie. Je sais que quand j'écris, je suis plus intelligent que quand je n'écris pas, et plus honnête que quand je n'écris pas. Et je suis plus bienveillant en tant qu'être humain, probablement. L'une des choses que je sais importante pour vous, c'est la liberté de parole, la liberté d'expression. Et il se trouve que vous étiez à Paris en janvier 2015, juste après les terribles attentats de Charlie Hebdo. Avec le recul, quel souvenir gardez-vous de ce moment-là? C'était un crime odieux commis contre toute l'humanité. Et j'ai ressenti exactement ce que j'avais éprouvé à New York. J'étais à New York pendant le 11 septembre 2001. Et j'ai vu les tours s'effondrer. C'était une expérience très similaire de me trouver à Paris dans ce contexte. De voir tout ça et d'être pris dans ce sentiment général de deuil, de colère et de peur. Vous avez parlé de peur et je sais que vous vouliez vraiment venir ici à Lyon à l'occasion des Assises internationales du roman. Mais il semble que beaucoup de vos compatriotes américains s'inquiètent à l'idée de venir en Europe parce qu'ils estiment que leur sécurité est menacée. C'est ridicule. Vous n'avez aucune crainte? Non, bien sûr que non. C'est d'un point de vue statistique une forme insensée d'anxiété et de peur. Quand on commence à être terrifié, ça veut dire que les terroristes ont réussi. Et à ce titre, je refuserai toujours de rester cloîtré chez moi. Une chose est sûre, des deux côtés de l'Atlantique, nous vivons une période politique très exceptionnelle, la montée des populismes et des nationalismes. Vous êtes un animal politique. Quel est votre sentiment sur ce qui se passe en Autriche, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un Donald Trump qui a le vent en poupe? Aux États-Unis, quand on regarde la gauche et la droite, à gauche c'est Bernie Sanders et à droite c'est Donald Trump, je crois qu'on assiste à une émergence des peurs.
Il y a la peur de l'autre, de ceux dont la langue, la couleur de peau ou la religion est différente de la majorité, pourrait-on dire. Il y a aussi une angoisse à l'égard de la situation économique. Pour la première fois aux États-Unis, les gens ont conscience qu'1% de la population, en gros, contrôle l'économie. Vous avez signé une pétition appelée Stop Hate, Dump Trump, comme des dizaines de milliers de citoyens américains anonymes et de grandes personnalités comme Jane Fonda, Danny Glover. Toujours les mêmes. Oui, toujours les mêmes. Dans quelle mesure Donald Trump représente-t-il un danger s'il est élu en novembre? D'après vous, peut-il vraiment gagner? Premier point, je crois que c'est tout à fait possible. Et deuxième point, je pense que ce serait incroyablement dangereux. Pour moi, c'est un fou furieux déconnecté de la réalité, qui souffre de troubles de la personnalité narcissique à un niveau avancé. Il est un maître dans l'art de la manipulation, et il est magistral à la télévision, mais il est amoral, imprudent, ignorant. Eh bien, on peut dire que vous ne mâchez pas vos mots. Non, c'est clair. Je crois que l'idée que Donald Trump puisse contrôler l'armée américaine, le secrétariat d'État américain, l'économie américaine, c'est pour moi un cauchemar. Un cauchemar. Passons à l'autre camp. On a parlé de Bernie Sanders et je suis tombée sur cet article fascinant dont vous devez vous souvenir que vous avez écrit dans les années 80. En 1986, oui. Oui, à l'époque, il était maire d'une petite ville. Vous avez passé du temps avec lui et ce que je trouve le plus intéressant, c'est la manière dont vous le décrivez alors, qui fait écho avec ce qu'il est aujourd'hui. Oui, c'est étonnant, il n'a pas changé d'un iota. Vous avez vu en lui un futur président, peut-être? Non, pas du tout. Vous le soutenez aujourd'hui? Oui, j'ai voté pour lui dans l'État de Floride. J'ai voté pour lui lors des primaires. Et je lui ai envoyé un petit chèque de $25 pour pouvoir figurer parmi les millions de donateurs qu'il aime se vanter d'avoir. Pour conclure et revenir à l'écriture, vous avez un nouveau projet, un livre qui sera un peu différent de vos précédents. En quelques mots, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Eh bien, l'une des choses que je n'ai jamais faites jusqu'à présent, c'est écrire sur moi. Ce livre ressemblera un peu à des mémoires. Et je voulais essayer d'adopter le point de vue d'un homme de 76 ans qui passe en revue sa vie passée, mais en réalité, simplement l'un des aspects de sa vie, à savoir sa vie maritale. J'ai été marié 4 fois et divorcé 3 fois. Donc, l'idée, c'est de tenter de comprendre comment tout ça est arrivé. Comment sur cette terre, je finis par agir de la sorte, à la fois vis-à-vis de moi-même et des autres. Vous devez nous dire la première phrase, parce qu'elle va devenir culte. La première phrase, oui, elle présente plus ou moins ce dont le livre va parler. Un homme qui s'est marié 4 fois a beaucoup d'explications à donner. Vous ne pouvez pas le nier. Merci beaucoup de votre participation à The Global Conversation. Russell Banks, merci.